Ce soir à l'émission, à Mirabel, les enfants découvrent les produits du terroir. Il faut inculquer aux enfants ces valeurs-là au niveau de l'autonomie alimentaire. Et de l'équipement de plein air pour les personnes handicapées. Les gens viennent me voir puis sont vraiment étonnés de savoir qu'ils peuvent faire du ski de fond ou qu'ils peuvent aller patiner avec leurs proches. En entrevue, je reçois le député Joël Arsenault qui blâme la CAQ pour son bilan en matière de services de garde éducatifs. De dire aujourd'hui que c'est un grand succès, que c'est un succès retentissant, je pense que c'est un petit peu prendre les familles pour des valises. Je m'entretiens également avec Laurence Marin à propos de l'événement Duo Emploi pour les personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap ont de très bonnes compétences professionnelles. Bienvenue à Accès local. Jeudi 10 avril 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jaunet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. La Ville de Mirabel vient de lancer la Brigade nourricière. Ça, c'est une initiative qui permet notamment aux enfants d'être en contact avec des produits du terroir, c'est ça? Oui Claude, c'est une initiative offerte en collaboration avec le comptoir d'entraide de Mirabel, Mirabel Fête l'érable et la Caisse des jardins de Mirabel. Donc, l'objectif, c'est vraiment que les jeunes aient le ventre plein à l'école, mais aussi de leur apporter une éducation alimentaire. Ça a commencé avec un projet pilote dans les écoles de Sainte-Scolastique et Prix-Fleury d'abord, comme initiative pour combattre la faim. On peut écouter à ce sujet Francine Charles, qui est conseillère municipale à la Ville de Mirabel. On s'est aperçu que les enfants avaient tous un sandwich, mais n'avaient pas toujours des collations. Puis beaucoup, c'était redondant. Donc, c'était la même chose. S'ils mangent le sandwich le matin, à la récré du matin, donc ils ne l'ont pas par la suite, leur sandwich le midi. L'idée s'est alors imposée pour la brigade de fournir des paniers de collation dans les écoles pour que les jeunes puissent se servir s'ils ont oublié leur boîte à lunch ou s'ils n'ont pas de collation. Plus de 9000 collations ont pu être distribuées grâce à ce projet pilote. À cela s'ajoutent des activités culinaires aussi pour les jeunes, activités qui ont un très grand succès. On peut écouter à nouveau Mme Charles, suivie de Stéphane Michaud, présidente Tourisme Mirabel. Ils ont fait un sondage. Donc, ils ont demandé aux enfants, aux élèves de tous les groupes de dire quelle activité vous préférez. Donc, ils ont proposé Noël, l'Halloween, les fêtes de Saint-Valentin, les fêtes. Et nous, Brigade nourricière, on est sortis deuxième. C'est donc, notre incroyable. Présence était vraiment importante. Oui, très populaire. Surtout avec le vélo smoothie. Je pense que ça l'a frappé fort. Donc, on pédale pour faire un smoothie aux fruits des producteurs locaux, avec un yogourt. On a les cris, on a de la misère à gérer même les enfants qui sont tellement excités par ça. Ça suscite vraiment quelque chose sur les enfants, plus même que ce qu'on avait espéré. Justement, Clara, quel genre de produits sont présentés aux enfants? Alors, des produits du terroir, donc l'érable, la courge aussi, le maïs et les pommes. Les intervenants de la brigade pensent qu'en cette période d'insécurité économique, il est important que les jeunes soient sensibilisés à la consommation locale. On les écoute à nouveau. Il faut inculquer aux enfants ces valeurs-là au niveau de l'autonomie alimentaire, la bonne alimentation. Et ça, c'est la santé. Et là, on est tellement là-dedans, la santé des familles, mais la santé, les enfants vont amener ça de génération en génération par la suite. Puis on veut que les enfants à l'école sachent qu'une tomate ne vient pas du IGA, mais ça vient de la terre. Bien oui. Donc, nous, à commencer à les éduquer au primaire, mon Dieu que c'est merveilleux, ça va faire des enfants qui vont tous avoir des jardins chez eux, là. Et ce projet-là, Clara, ça s'inscrit dans le cadre du programme un programme qui s'appelle Ville nourricière de Mirabel. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est une démarche, la Ville nourricière, que peuvent entreprendre les municipalités qui veulent encourager un système alimentaire local, sain et durable. Ça peut prendre différentes formes, des initiatives contre le gaspillage alimentaire, par exemple, ou alors contre l'insécurité alimentaire et pour l'éducation des mangeurs, comme ici, c'est le cas avec la Brigade nourricière. Bon, maintenant que le projet pilote a connu un grand succès, il prend de l'expansion. Quelles écoles pourront profiter de ce service-là dans l'avenir? Alors, à partir de la prochaine rentrée scolaire, ce sont toutes les écoles primaires situées sur le territoire de Sainte-Scolastique, Saint-Augustin, Saint-Benoît, Saint-Placide et du domaine Vers-Nord qui accueilleront la Brigade nourricière, donc 7 écoles au total. Bien, merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du projet Circonflexe prêt pour bouger. À plus tard, Claude.
Résidente de Lorraine et vétérante de l'équipe canadienne de soccer en fauteuil roulant électrique, Caroline Séguin agira comme ambassadrice dans le cadre de la 42e édition du défi sportif AlterGo, qui se tiendra à Montréal du 25 avril au 4 mai. L'événement multisport, reconnu comme le plus grand du genre au Canada, rassemblera plus de 6 000 athlètes de la relève à l'élite qui présentent tous les types de limitations fonctionnelles, et ce, dans 10 disciplines différentes. Cette compétition permet aux jeunes para-athlètes québécois et canadiens de lancer leur carrière sportive et de leur ouvrir potentiellement la porte vers les Jeux paralympiques. Plus de 50 représentants d'organisations syndicales se sont rassemblés pour le lancement des États généraux du syndicalisme dans la région des Laurentides, un événement tenu le 7 avril à Saint-Jérôme. On y retrouvait les 9 principales organisations syndicales québécoises, soit la PTS, la CSN, la CSD, la CSQ, la FAE, la FIC, la FTQ, le SFPQ et le SPGQ. Sous le thème « L'Union fait l'avenir », cette réunion a notamment permis de discuter du projet de loi 89 et des défis qui attendent les travailleuses et les travailleurs dans les prochaines années. Alors que la ministre de la Famille se réjouit du bilan de la CAQ en matière de services de garde éducatifs, le Parti québécois estime que le grand chantier lancé il y a 3 ans en cette matière se solde par un échec retentissant. On en parle avec Joël Arsenault, député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole de cette formation politique en matière de famille. Monsieur Arsenault, bonsoir. Bonsoir. Votre argumentaire principal tourne autour du fait que l'objectif initial, qui était la fin des listes d'attente, n'a pas été atteint. La ministre affirme que ce sera bientôt fait, en fait, puis que même en 2027, il y aura peut-être même plus de places qu'on en aura besoin. Est-ce que vous la croyez quand elle dit ça? Écoutez, si le passé est garant de l'avenir, le gouvernement, évidemment, peut pelleter en avant l'atteinte de l'objectif, mais si le passé est garant de l'avenir, les cibles n'ont pas été atteintes. Ce que le gouvernement avait proposé, et ce à quoi il s'était engagé en octobre 2021, souvenons-nous dans le grand chantier des familles, c'était la résorption de la liste d'attente, qui comptait 37 000 personnes, donc bambins. Et aujourd'hui, je dirais de mois en mois, la liste oscille aux alentours de 28 à 30, 31 000 enfants. Donc, de dire aujourd'hui que c'est un grand succès, que c'est un succès retentissant, je pense que c'est un petit peu prendre les familles pour des valises parce que il y a encore de nombreux enfants qui ne trouvent pas de place, il y a encore de nombreux parents qui doivent sacrifier leur emploi pour s'occuper de leurs enfants alors qu'ils s'attendaient à avoir un service. L'objectif, c'était le 31 mars dernier. Et puis, pour la région des Laurentides, on parle de plus de 2000 enfants qui sont toujours sur la liste d'attente. Ouais. Et ça fait au moins 2000 familles, ou en tout cas, pas loin de 2000 familles. S'il y a 2 enfants par famille dans certaines familles, on est très, très loin du compte. Donc, on nous dit que cet objectif-là n'a pas été atteint avec humilité, puis qu'on met les moyens en place pour atteindre cet objectif-là dans 2 ans. 2 ans de plus, c'est 2 ans de trop à notre point de vue. Monsieur Arsenault, la ministre affirme néanmoins que il n'y a aucun gouvernement là, que la CAQ qui en a fait autant pour les CPE depuis son élection. Elle y va avec des chiffres. Elle dit, bon, nous, on a créé 5 681 places par année depuis 2018. Elle compare avec les chiffres du Parti québécois quand vous formiez le gouvernement entre 2012 et 2014. C'était 2 898 places par année. Donc, vous avez créé la moitié des places que la CAQ a créées en moyenne. Est-ce que vous reconnaissez ces chiffres d'abord et est-ce que vous pouvez nous les mettre en contexte? Je dirais que la ministre Roy a une mémoire sélective. Le Parti québécois a mis en place la politique familiale en 1997, a créé les CPE par dizaines de milliers de places entre 1997 et 2003. On a créé un réseau. Le réseau, malheureusement, aurait dû être complété par les gouvernements successifs. Puis, on a vu ce qui est arrivé. Les libéraux ont mis la pédale douce. Et la CAQ, quand elle a pris le pouvoir en 2018, plutôt que compléter le réseau, elle a décidé d'investir massivement dans les maternelles 4 ans, avec pour résultat qu'on n'a pas pu créer des maternelles 4 ans, des classes de maternelles 4 ans pour tous les jeunes Québécois et les Québécois de cet âge-là. Puis on a manqué d'énergie, on a manqué de fonds pour pouvoir créer les places qui étaient nécessaires en service de garde.
Alors, évidemment, on n'a pas de leçon à recevoir de la ministre, mais surtout, elle a failli à ses propres objectifs qui étaient une promesse phare à la veille des élections de 2022. Le premier ministre a dit les 37 000 places, on va les créer là d'ici mars 2025, puis j'espère bien qu'on va pouvoir y arriver avant, mais en même temps résorber la liste d'attente. La liste d'attente, je viens de le dire, il y a au moins 28 000 personnes qui y sont toujours, et puis pour le nombre de places créées, mais on parle de environ 20 000 places. C'est pas toutes des places dans les CPE non plus, puis il y a le facteur qualité aussi qui est à considérer. Parce que à l'heure actuelle, et ça, la ministre n'en parle pas, la vérificatrice générale a dit que le réseau qui faisait notre fierté à travers le monde, puis il y a eu des études qui ont été faites par des organismes internationaux qui ont dit c'est une politique familiale exemplaire parce que le réseau est de qualité, le réseau de CPE, mais aussi parce que ça permet le retour au travail massif des femmes, parce que c'est surtout les femmes qui doivent rester à la maison souvent ou qui décident de le faire dans le couple pour s'occuper des enfants en l'absence de service. Oui. Mais ça a permis un rattrapage extraordinaire en matière d'équité, si on veut. Et d'ailleurs, nulle part ailleurs au Canada est-ce qu'on a un taux de participation à la main-d'œuvre aussi élevé qu'au Québec, grâce notamment à la politique familiale. Alors, l'idée, c'était d'aller plus loin, c'était d'atteindre l'objectif. Puis un enfant, une place, ben ça n'a pas été atteint. Alors, on a bien beau dire qu'on a créé des places, mais on n'en a pas créé suffisamment. On n'a pas essentiellement livré l'engagement qu'on avait pas mis. Dans l'évaluation que vous faites du réseau, M. Arsenault, en ce moment, vous dites que la qualité des services est en chute libre, hein, c'est vos paroles. Qu'est-ce que vous observez qui vous permet d'affirmer ça? Mais en fait, c'est pas compliqué. La vérificatrice générale du Québec a déposé un rapport dévastateur en mai dernier, ça fait presque un an maintenant, en disant que le fait qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, notamment dans les services de garde, dans les CPE, mais également dans l'ensemble du réseau, y compris les garderies privées, fait en sorte que on a vu se tourner vers l'embauche d'éducatrices non qualifiées. Le ratio qui était permis dans le réseau public, c'était 2 éducatrices qualifiées pour une éducatrice non qualifiée qui pouvait justement apprendre de ses pairs et devenir de plus en plus qualifiée et finalement obtenir sa qualification au bout de quelques années. Mais là, le ratio a été inversé avec un résultat que les mesures du ministère de la Famille, les évaluations des atteintes, de l'atteinte des objectifs en matière de qualité éducative dans le réseau, ils sont pas au rendez-vous. Le nombre de CPE qui n'atteignent pas ces standards-là est extrêmement élevé. Les chiffres, grosso modo, ont doublé depuis 5 ans, c'est-à-dire sur la non-atteinte des objectifs fixés par le ministère. Et puis, c'est encore pire, en fait, il y a 50% plus de garderies privées ou privées subventionnées qui n'atteignent pas les objectifs fixés par le ministère si on compare avec les CPE. Puis les CPE, ça a doublé par rapport à il y a 5 ans. Alors, les chiffres-là sont éclatants, comme quoi la qualité baisse. Et pire encore, quand le ministère observe que les CPE, ou certains CPE, n'atteignent pas les standards fixés, le suivi ne se fait pas adéquatement. Les demandes de correctifs à apporter ne sont pas réalisées, soit par le ministère, ou encore sont réalisées par le ministère et on n'y répond pas du côté des CPE. Très bien. Il y a une espèce de fouillis là-dedans. Il nous reste très peu de temps, M. Arsenault. Pendant qu'on parle de ça, les éducatrices en CPE affiliées à la CSN sont en grève. Il y en a plusieurs qui quittent la profession. Il y a même des programmes de formation qui ferment faute de candidats. Je vais vous demander d'aller rapidement. Qu'est-ce qu'un éventuel gouvernement du Parti québécois pourrait faire ou devra faire pour rendre cette profession-là plus attrayante? En 30 secondes. C'est inconcevable que le gouvernement continue de négocier de mauvaise foi avec les éducatrices alors qu'on en a un besoin impératif. On est mieux payé à aller travailler chez Costco qu'à aller travailler comme éducatrice. On a le système de l'éducation aussi, les centres de services scolaires qui vont piger dans la main-d'œuvre aussi en leur offrant de meilleures conditions. Et actuellement,
la technique collégiale qui est la moins bien payée. Les perspectives de rémunération sont les plus pessimistes pour les éducatrices. C'est comme ça qu'on va rétablir la qualité du réseau et résorber la pénurie de main-d'œuvre. Puis tant qu'on n'aura pas résorbé la pénurie de main-d'œuvre, on ne pourra pas avoir suffisamment de place pour les enfants du Québec et toutes les familles qui les attendent. C'est primordial de soutenir les éducatrices et le gouvernement de répondre à leurs attentes. On va devoir s'arrêter là, M. Arsenault. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous rappelle que vous êtes député des Îles-de-la-Madeleine et porte-parole du Parti québécois en matière de famille. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, bonne fin de soirée. L'Association de gymnastique Méga Gym de Blainville accueillera les championnats québécois de gymnastique artistique et de sport de trampoline du 11 au 13 avril au Centre multisport de Rosemère. Plus de 1000 athlètes provenant des 4 coins de la province s'affronteront tout au long de cette fin de semaine de compétition. Pour certaines équipes, cet événement est une étape importante pour se qualifier en vue des championnats de l'Est et des championnats canadiens. La ville de Lorraine se réjouit du succès remporté par la soirée Ado qui s'est tenue le 4 avril dernier au Centre culturel Laurent G. Bellé. Organisé pour la première fois, cet événement a réuni plus de 140 jeunes de 11 à 15 ans qui ont pu répondre à un questionnaire interactif portant sur la mise à jour de la politique MADA et famille, tout en profitant de nombreuses activités comme des jeux virtuels et de l'animation. Leurs réponses à des questions portant notamment sur les infrastructures sportives, les parcs et l'offre d'activités permettront à la Ville d'élaborer une politique qui correspondra à leurs aspirations. C'est sous le thème « Ouvrez vos portes aux compétences des personnes handicapées » que se tiendra du 1er au 7 juin la 5e édition de l'événement Duo Emploi. On parle de stages d'un jour qui se dérouleront partout où ce sera possible. J'en discute avec Laurence Marin, directrice générale du regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées. Madame Marin, bonsoir. Bonsoir. Je viens d'en dire très peu de choses, alors je vais vous demander de nous présenter, de nous parler davantage de cet événement-là, Duo Emploi. Oui, c'est un événement qui a été voulu par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale du Québec, puis qui réunit deux partenaires, donc le ROSEF que je dirige, c'est le regroupement des organismes spécialisés pour l'emploi des personnes handicapées, et le Conseil du patronat du Québec, le CPQ, qui fédère un grand nombre d'employeurs partout au Québec. Et c'est la 5e édition cette année. L'objectif, c'est pendant une semaine, la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui a lieu chaque année du 1er au 7 juin. Donc l'objectif, c'est de faire se rencontrer les employeurs québécois et des personnes en situation de handicap dans toutes les régions du Québec. D'accord. On parle de tous les types de handicap et de déficiences? Oui, tout à fait. Dès lors qu'une personne présente des limitations au travail en raison d'une situation de handicap, elle peut participer à Duo Emploi à partir du moment où elle a plus de 16 ans. Est-ce qu'il y a un type d'emploi ou un type d'entreprise qui est plus propice à l'exercice que vous proposez? Je dirais non. Non. Toutes les portes doivent être ouvertes et en fait, on a chaque année soit des employeurs privés qui s'inscrivent, mais aussi des employeurs publics. Ce qui nous donne une palette de métiers vraiment intéressants. C'est vraiment très, très large. Ça va du commis d'épicerie aux techniciens financiers. On a eu aussi des stages en tant qu'agente de communication, mais aussi dans les métiers de l'informatique, dans le milieu de l'aéronautique, par exemple. Donc, c'est un projet qui vise l'intégration et l'inclusion, ça m'apparaît évident. Quels sont les obstacles habituels à l'embauche d'une personne handicapée? Est-ce qu'il subsiste des a priori, des idées préconçues encore? Oui, beaucoup. Oui. Je dirais... Souvent, on perçoit une différence et la différence peut faire peur. Ouais. Alors qu'en réalité, les personnes en situation de handicap ont très bonnes compétences professionnelles, ont parfois besoin d'adaptation, et je dis parfois parce que ça n'est pas toujours le cas. Ça dépend vraiment de l'emploi occupé par la personne et aussi de ses besoins dans le milieu du travail. Donc, une personne en situation de handicap qui a un emploi qui lui convient bien et qui considère ses limitations, n'aura pas forcément besoin d'une grande adaptation. Oui. Est-ce qu'il arrive que la personne handicapée elle-même puisse avoir tendance à freiner ses ambitions, de craindre d'être déçue, d'être rejetée, refusée? Ça arrive, ça? Oui, parce qu'en fait, vous savez, le travail, c'est beaucoup de choses dans notre vie finalement. On s'identifie par ce qu'on fait et certaines personnes ont, je dirais, encore des craintes
pour aller sur le marché de l'emploi, justement en raison de leur situation de handicap. Donc, notre travail au quotidien, c'est effectivement de les accompagner pour valoriser leurs compétences et c'est aussi d'accompagner les employeurs pour leur montrer que ça n'est pas si compliqué d'embaucher une personne en situation de handicap. Oui, parce que j'imagine qu'il y a des entreprises qui sont très ouvertes à ça, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, qui ne savent pas ce qu'elles ont à offrir aussi à ces personnes-là. Ça se peut, ça? Oui, puis le premier réflexe, c'est souvent de penser accessibilité de ces locaux. Oui. Vous voyez, un employeur va nous dire, moi, je voudrais bien embaucher une personne en situation de handicap, mais mes bureaux sont pas accessibles, donc c'est pas possible. Donc, c'est peut-être pas possible pour une personne qui aurait des limitations de déplacement, mais rien n'empêche une personne qui va présenter une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme à occuper un emploi dans cette entreprise. Vous avez tenu cet événement-là 4 fois. Le bilan est positif jusqu'ici? Oui, en nette progression. Oui. Donc, on espère que cette année encore, on va progresser. La première édition, c'était en 2021, pendant la pandémie, un grand contexte de télétravail. On a réalisé 82 stages cette année-là. En 2022, on a dépassé la barre des 100, on était à 102 stages. En 2023, 137 stages. Et l'année dernière, en 2024, 208 à l'échelle du Québec. Oh. Et je dirais que la région des Laurentides a toujours participé. Oui. Donc, on espère que cette année encore, ce sera le cas. Ben, c'est formidable de ça. Écoutez, en terminant, j'invite les gens à visiter votre site web parce qu'on peut encore s'inscrire pour l'événement du haut emploi, je oui, présume. Jusqu'au 3 mai. Puis, en visitant votre site web, on obtient toutes sortes d'informations sur le ROSEF et on tombe aussi sur cette vidéo de présentation dans laquelle on entend une très jolie phrase. On a souvent tendance à juger les personnes handicapées sur ce qu'elles ne peuvent pas faire. Alors, à méditer. Laurence Marin, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Merci à vous. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Il y a un organisme de la région qui prête gratuitement de l'équipement de plein air pour les personnes en situation de handicap. Vous êtes allé à la découverte de ce projet. Oui, Claude, c'est l'Association régionale des loisirs pour les personnes handicapées des Laurentides qui a ce service dans le cadre du projet Circonflexe Prêt pour bouger, une initiative du gouvernement québécois mis en place ici par Loisirs Laurentides. Des centrales d'équipement ont été ouvertes dans les différents parcs et municipalités de la région pour que les personnes en situation de handicap puissent profiter de ce service. Elles ont maintenant accès à une centrale avec de l'équipement adapté. Je vais découvrir ça dans notre reportage de ce soir. L'équipement adapté n'est pas très accessible. J'ai beaucoup de personnes qui ne savaient même pas que ça existait, en fait. La plupart du temps, les gens viennent me voir puis sont vraiment étonnés de savoir qu'ils peuvent faire du ski de fond ou qu'ils peuvent aller patiner avec leurs proches. C'est quelque chose qu'ils ne font pas nécessairement ou qu'ils n'ont jamais fait de leur vie. Donc, les équipements adaptés, c'est très nouveau puis c'est pas quelque chose que les gens connaissent nécessairement. Donc, beaucoup de belles surprises, beaucoup de belles découvertes cette année. C'est l'équipement qui est aussi dispendieux. Donc, ça fait en sorte que les gens, justement, sont peut-être intéressés, mais n'ont pas eu accès. On a l'Hippocampe ici, qui est un équipement tout saison, tout terrain, et un de nos préférés ici. Aujourd'hui, on a notre version ski. Donc, on a mis ça parce que, comme vous voyez, on est en avril, mais il neige. Donc, ce qui est vraiment le fun avec cet équipement-là, pour une personne qui est en situation de handicap physique, eh bien, on va pouvoir embarquer dans l'équipement et pouvoir se promener un peu partout. Avec l'aide d'une autre personne, on peut aussi tirer. Donc, c'est un équipement très pratique et très confortable. Donc, comme vous voyez, c'est plutôt ardu avec la neige, mais ne vous en faites pas, c'est pas pour utiliser dans la neige. C'est un équipement qui va dans l'eau. Donc, c'est notre Sauf à eau, un des équipements qui est le plus favori l'été. Donc, les gens peuvent tout simplement s'allonger puis profiter de la plage. Comment ça fonctionne? Il y a certaines personnes qui me croiront pas, mais c'est tout simplement les bouées oranges qui font flotter ça à l'eau. Donc, on installe la bouée à la hauteur qu'on veut flotter. Donc, si par exemple, Olivier aimerait avoir de l'eau jusqu'aux épaules, bien, on va laisser ça ici. S'il faudrait en avoir un peu plus bas, bien, on va aller baisser les bouées. Voilà. Donc, une fois que c'est assemblé, on peut asseoir la personne et puis on peut aller jusqu'à notre entrée de plage. Je vous présente l'Alleuge Evo Concept, qui est un de nos favoris, un équipement québécois qui a été fait dans le fond par une petite famille, puis ça répond à plusieurs besoins. Donc, c'est une luge multisport qui va pouvoir aller faire du ski de fond, faire du longboard et du patin. Donc, on a 3 possibilités. Les clips sous la chaise nous permettent de transitionner là, entre nos sports. Donc, vous voyez ici une petite clip
Donc, vraiment comme des attaches de ski de fond. On va pouvoir enlever notre ski, puis on va pouvoir aller le remplacer avec l'équipement qu'on veut. Donc, par exemple, moi, je dis, j'ai fait mon ski de fond ce matin, je veux transitionner au patin. On va pouvoir ouvrir tout simplement notre petite clip et aller l'installer après la chaise, qui est un appareil. C'est merveilleux, honnêtement, ce qu'on entend. Un mari et sa femme qui sont venus ici, sa femme vient d'avoir un accident, un AVC, là, et puis il me disait justement qu'avec sa femme, il ne voyait pas qu'est-ce qu'il pouvait faire pour combler ses besoins d'aller en nature, qui était beaucoup inquiet pour le futur. Puis quand on lui a présenté l'équipement, ben on a vu les étincelles dans ses yeux. Il était très ému. Puis quand on a été porter l'équipement en personne, je me rappelle, la dame ressentait tellement des belles émotions de pouvoir aller en forêt avec sa famille depuis son accident. Donc, c'est tout simplement incroyable, les émotions qu'on vit avec cet équipement-là. On s'en rend pas compte parce qu'à tous les jours, bon, ben nous, on s'en va faire du ski. Moi, pour ma part, je vais faire du plein air. Puis les personnes en situation de handicap n'ont pas eu cette opportunité-là. Puis que des belles réactions en sortent. Donc, c'est le fun de pouvoir donner l'opportunité à tous de faire leur sport. Voilà, Claude. Alors, on a présenté quelques-uns de ces équipements, mais l'association en possède une foule d'autres pour toutes les saisons. Pour réserver de l'équipement, il suffit de contacter l'organisme qui peut même livrer cet équipement pour vous. Merci beaucoup, Clara. On se revoit mardi prochain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Les Panthères suit à l'instant. Je vous invite également à prendre connaissance de l'ensemble de la programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine.